Final Fantasy VII est un jeu dont j'entends souvent dire par les nouveaux joueurs notamment que oui, il a l'air bien, mais il est quand même pas très beau, les graphismes sont dépassés, etc. Et que du coup, bah, ça rebute en fait certaines personnes. Et moi, j'aimerais bien en fait mettre en avant le fait que, bien non, à mes yeux, FF7 n'est pas alors est un jeu qui est dépassé graphiquement et il l'a très très vite été, comme énormément de jeux qui ont connu les débuts de la 3D à l'ère notamment du démarrage de la PlayStation 1, mais qui reste dans sa mise en scène, dans sa création artistique, une masterclass absolue, une vraie pépite. Donc, ce que j'aimerais en fait pouvoir vous proposer à partir de maintenant, c'est des vidéos retour, mais qui nous permettent de revenir en fait sur ces petits bijoux de mise en scène et de conception graphique en fait qu'ont pu être, ou musicale même, disons, en tout cas de mettre en avant la qualité artistique de Final Fantasy VII et peut-être aussi de certaines scènes de la retrilogie dont j'aurais pas forcément l'occasion de parler en détail dans mes vidéos d'analyse, mais qui ont aussi suscité mon intérêt, mon admiration et dont j'aurais peut-être aussi envie de vous parler. Donc le format retour, maintenant ce ne sera plus un retour sur mes propres vidéos, mais un retour sur des scènes iconiques de la compilation Final Fantasy VII. Alors déjà, en introduction, je voudrais signifier quelque chose qui me semble important pour moi, en tout cas dans la vision que j'ai de Final Fantasy VII, et dans sa particularité à l'intérieur de la saga des Final Fantasy. C'est qu'en fait, pour moi, Final Fantasy VII, il a existé à un moment particulier, court, et qu'il a été quasiment le seul à connaître, et qui va donner en fait cette patte un peu particulière au jeu, qui va être un petit peu la base, en tout cas le fil rouge de l'idée qui va sous-tendre derrière les analyses que je vais vous proposer sur ces scènes. C'est qu'en fait, c'est un jeu qui a marqué la transition, tout le monde le sait ça, des Final Fantasy qui étaient faits en 2D, le dernier étant Final Fantasy VI, avec la 3D, mais qui a connu les débuts en fait de cette technologie qui vont être très rapidement dépassés. C'est-à-dire que quand vous regardez la différence graphique qu'il y a entre Final Fantasy VII et Final Fantasy VIII en l'espace de très peu de temps, parce qu'à l'époque on mettait pas 10 ans pour ressortir un jeu, Final Fantasy VIII, il sort seulement 2 ans après Final Fantasy VII, et pourtant la différence graphique, elle est extrêmement impressionnante, et notamment au niveau de la gestion des personnages. Dans Final Fantasy VIII, on a des cinématiques qui nous donnent à voir des personnages qui commencent à avoir vraiment l'air assez réalistes, même si au niveau des textures, on n'en est pas à un niveau de peaufinage qui est celui qu'on a aujourd'hui. Et même in-game, en fait, on n'a plus des petits bonhommes en chibi polygonés, et même si la tronche de Squall, à l'époque, a encore un petit peu une tête de mosaïque, on est quand même sur quelque chose qui tend vers le réalisme et qui peut se permettre beaucoup plus de choses là où Final Fantasy VII ne le pouvait pas encore. Et pour cause, c'est une transition en fait dans l'équipe de Square Enix qui va devoir repenser totalement la façon de concevoir en fait de manière au niveau de la mise en scène, de manière graphique, mais même de manière conceptuelle, c'est-à-dire que la manière de créer littéralement le jeu, les outils qui vont être utilisés, etc. Tout ça, c'est complètement nouveau pour l'équipe. C'est-à-dire qu'en même temps qu'ils font le jeu, ils apprennent pour certains, et pour beaucoup même, quasiment à se servir en fait des outils qui vont leur permettre de faire un jeu d'une manière qui n'était absolument pas celle qu'ils connaissaient. Et c'est cette petite fenêtre, je dirais, assez particulière dans la conception du jeu qui, pour moi, va donner toute sa spécificité à Final Fantasy VII, parce que c'est un jeu qui est ambitieux, qui se veut grandiose, mais qui n'a pas les moyens d'être exubérant. Donc ambitieux au niveau du scénario, au niveau de la complexité, au niveau du gameplay, etc. On cherche à faire du grandiose, mais avec des moyens limités. Donc en fait, il n'y a pas le choix. Il faut être extrêmement efficace. Et du coup, au niveau de sa mise en scène, Final Fantasy VII est un condensé, puisque rien ne peut se permettre d'être gratuit. On n'a pas le temps de faire dans la fioriture. Il faut arriver à raconter les choses et à les raconter efficacement. Et en ça, le fait que ce soit le premier Final Fantasy qui a été dirigé par Yoshinori Kitase n'est pas anodin. Quand Sakaguchi passe la main à Kitase,
Kitase, c'est quelqu'un qui vient à la base du milieu du cinéma et qui s'est retrouvé ensuite dans le jeu vidéo. Et il va vraiment continuer d'infuser, parce que Sakaguchi aussi est extrêmement influencé par le cinéma. C'est d'ailleurs lui qui va avoir l'ambition de porter le premier, la saga des Final Fantasy, sur du coup les toiles cinématographiques. Mais du coup, dans cette mise en scène, on va utiliser en fait un langage cinématographique. Parce que le cinéma, c'est pas juste je prends une caméra et je filme un truc. Il y a tout un langage artistique, de la même manière qu'on a des techniques pour apprendre à peindre, selon qu'on va peindre à la peinture à l'huile, à l'acrylique, à l'aquarelle, etc. Et bien le cinéma, il a aussi ses techniques, il a aussi sa manière de faire les choses par rapport au travelling, par rapport au choix de plan, par rapport à la symbolique qu'on va mettre derrière, etc. etc. Et c'est ce qui fait que quand vous faites de l'analyse de cinéma, les très vieux films sont extrêmement intéressants en fait à étudier parce que justement, ils sont obligés d'avoir cette même économie par rapport à la limite de moyens et du coup, chaque accessoire, chaque plan, chaque truc en fait qui était mis devant la caméra ou la façon dont la caméra va se déplacer doit vouloir dire quelque chose parce qu'on ne peut pas se permettre de faire de la surenchère en fait, de la surenchère d'effets spéciaux, d'envoyer de la poudre de perlimpinpin notamment dans les yeux des gens pour que ça fonctionne, pour qu'on ait ce côté très feu d'artifice en fait qui attire l'attention du spectateur. Non, à l'époque on peut pas se permettre de faire ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est ce langage très pur, entre guillemets, cinématographique qu'on va retrouver, selon moi, dans la manière dont va être mise en scène, en fait, une immense partie de Final Fantasy VII. Et du coup, c'est de ça dont j'aimerais bien vous parler à partir de maintenant dans cette série de formats que je vous propose de renouveler à partir d'aujourd'hui. Donc, histoire de faire les choses dans l'ordre, je vous propose qu'on commence tout bêtement par le commencement et qu'on commence par décortiquer l'introduction de Final Fantasy VII. Petite précision les amis, on va faire cette analyse sur la base du film complet en français version Neo Midgar, donc le top du top de ce qu'on pourrait trouver en matière de compilation des cinématiques pour ce jeu qui nous est proposé par l'ami Tofitoff, que je remercie du coup d'avoir fait ce film. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, en plus ça me fait d'autant plus plaisir qu'il est lui-même abonné et avec qui j'ai des super échanges, donc coucou à toi Tofi et grand merci du coup pour ces extraits sur lesquels je vais pouvoir me baser en fait pour vous proposer les analyses d'aujourd'hui. Donc dans un premier temps, évidemment, on va d'abord se mater toute la scène en entier et ensuite on reviendra dessus au fur et à mesure. Alors cette introduction, pour moi, elle est vraiment
assez exceptionnelle dans le sens où elle dure à peine plus d'une minute. Donc c'est très très court et peut-être que pour une fois ma vidéo elle le sera aussi. Mais en une minute, en fait, cette introduction ne nous présente pas simplement le décor dans lequel va démarrer notre aventure, mais elle nous parle directement de tous les enjeux majeurs qui vont traverser l'intégralité du jeu. En fait, on a presque un condensé de Final Fantasy VII dans cette minute qui est excellemment bien menée et c'est ce que je vais essayer de vous prouver à l'instant. Alors en fait, je vous parlais de non-exubérance et en fait presque de rationalité dans la conception de Final Fantasy VII. Et pourtant, ce début, il est assez lent et assez long. On a cette espèce de travelling comme ça qui passe dans les étoiles. On ne sait pas trop ce que ça raconte, on ne sait pas trop où ça va. C'est très minimaliste visuellement. On va prendre plus de 20 secondes à juste regarder comme ça la caméra qui se balade au milieu des étoiles. Alors, sur le coup, ça ne nous dit pas forcément grand-chose, mais ça permet en fait de s'installer déjà dans un univers et on a un indice, c'est que comme on regarde le ciel et comme on regarde cette étoile, on est d'emblée dans un jeu qui va proposer une dimension cosmique. On va au-delà de la planète, on va au-delà des considérations terrestres, on va aller chercher quelque chose de grand, on va essayer d'aller littéralement toucher les étoiles. Et quand on a fait Final Fantasy VII, évidemment que quand on revient en fait sur cette cinématique, cette caméra qui se balade et qui va faire des allers-retours, elle nous donne un petit peu une sensation d'errance à travers l'espace. Et quel est l'être qui va vivre en fait cette errance spatiale avant même le début de tout? C'est tout simplement Jenova. On a presque l'impression qu'on est en train de dériver dans l'espace de la même manière que l'antagoniste qui va être à l'origine de toute l'histoire et qui nous est présenté dès le début du jeu. En fait, on est presque sur cet astéroïde à la dérive en étant en train de chercher un petit peu notre destination. Je vous avais dit plus de 20 secondes, on est déjà à 40 secondes. C'est énorme pour quelque chose qui fait moins de 2 minutes. Et là, on est un peu en train de se demander, où est-ce qu'on nous balade ? C'est ok, on a vu, il y a des étoiles, où est-ce qu'on nous balade ? Et là, tout à coup, on descend. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Et on commence déjà à avoir une transition qui s'installe, puisque... Et ça, j'adore en fait cette transition. On avait les petits points blancs des étoiles et on commence à voir pointer des petits points verts qui viennent se mêler aux étoiles et qui vont créer une forme de transition visuelle avant qu'on atterrisse sur Aeris. Et déjà d'emblée, en fait, l'ancrage du personnage d'Aeris vis-à-vis du joueur, il est déjà en train de s'installer dans cette introduction. Déjà d'une part parce qu'on nous a baladés dans un espace quasiment vide, peuplé d'étoiles très monotones, pendant un temps très long, on ne sait pas trop où on va, et tout à coup, on commence à avoir un point de repère, on commence à avoir le début de quelque chose, et cet ancrage, c'est Aeris. Le premier personnage qu'on va rencontrer dans le jeu, c'est Aeris. Donc cette rencontre immédiate après cette errance un peu longuette comme ça, de cette jeune femme qui ne peut que fasciner. Parce que, évidemment, c'est des pixels un peu vieux pour l'époque, mais la beauté, en fait, de cette jeune femme qui nous regarde droit dans les yeux va marquer le joueur à tout jamais. Aeris ne sera jamais un personnage anodin dans cette histoire, parce que ce sera notre premier point de repère, ce sera notre premier ancrage. Et
Bon, spoiler alerte, évidemment, mais je crois que c'est plus un spoil pour personne quand vous venez sur cette chaîne. C'est d'autant plus fort que ce point d'ancrage, quand on va nous l'enlever, eh ben on va nous priver, en fait on va détruire tout l'impact qu'a pu avoir cette première rencontre. Et là, le fait qu'Aerys nous regarde, nous, droit dans les yeux, on est encore en fait dans cette partie de l'introduction où on a brisé le quatrième mur. Ce fameux quatrième mur dont on parle souvent en fait, donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce type de langage, mais je pense que vous l'êtes un peu toutes, c'est le fait d'avoir en fait une distinction entre l'histoire et nous en tant que spectateurs. Quand on est spectateur de en fait l'histoire qui nous est racontée, on ne fait pas partie de cette histoire et l'histoire ne s'adresse pas à nous, elle se déroule sous nos yeux. C'est ça qu'on appelle le fameux quatrième mur. Ce terme de quatrième mur, en fait, il a été théorisé par Cocorico, un Français, donc Denis Diderot, par rapport au théâtre à la base, mais il a été repris un petit peu dans quasiment toutes les œuvres d'art qui se permettent d'avoir entre guillemets un public, ou en tout cas dans lequel on vit une histoire, puisque c'était ce mur invisible qui sépare en fait le public du théâtre, puisque le théâtre en lui-même forme un ensemble de 3 murs, puisque vous avez les fameux côtés cours, les côtés jardin et le fond de scène, qui sont un petit peu la caisse dans laquelle va se passer l'action, et il y a cette ouverture en fait qui permet aux spectateurs de voir l'histoire. Et pour autant, et c'est pour ça qu'on parle d'un mur invisible, en fait ce fameux quatrième mur, c'est celui qui vient clore l'espace du récit, mais qui est transparent parce qu'il nous permet de voir à travers. Simplement, nous sommes extérieurs à ce qui se passe sur la scène. Et là, dans cette configuration, le fait qu'Aerys nous regarde droit dans les yeux, on n'a pas encore installé en fait ce quatrième mur. Elle vient nous chercher en tant que joueur. Elle vient presque nous dire, est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt à y aller et à entrer en fait dans cette aventure ? Alors, le petit détail que j'adore, c'est qu'ils ont pensé à lui faire cligner des yeux. Et du coup, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à une personne et pas juste un avatar vidéoludique, puisque ce geste de ne pas pouvoir garder les yeux complètement fixes sans pouvoir les cligner à un moment donné quand on regarde quelqu'un droit dans les yeux, c'est profondément humain. Et toujours l'attente. La musique qui donne cette note comme ça qui va rester quasiment sur le même ton. On est dans une transition musicale qui va pas tarder à commencer à se dérouler, mais on est toujours dans le attention, ça commence et ça s'installe doucement et ça nous emmène. Mais ça y est, on est déjà hypnotisé par cette magnifique jeune femme qui nous a accueillis. Et je vais revenir dessus parce que j'ai oublié d'en parler. Évidemment que les petits points, on ne le sait pas encore, mais les petits points verts qui créent cette lumière verdâtre, ça nous fait penser à la matéria et ça nous fait penser évidemment au live stream. Et le fait que Aerys soit éclairée en fait de cette lumière verdâtre qui lui donne un aspect presque un peu irréel, est déjà une symbolique, en fait, sans qu'on le sache, de sa connexion avec la rivière de la vie. Mais avant même qu'on ait exactement le détail de l'univers dans lequel on va se trouver, on a déjà compris que cette femme est spéciale, on a déjà compris que cette femme est presque magique, et ce lien en fait qui est créé visuellement par cette colorimétrie verdâtre et ce jeu de lumière, il va rester en fait dans notre esprit pendant tout le jeu, quoi. On voit Aerys en position de prière, donc on a d'emblée le côté spirituel et toute cette image en fait christique qui va impacter en fait le personnage d'Aerys pendant toute l'histoire. On a déjà le sentiment qu'on a affaire à quelqu'un de pur, et on le voit aussi visuellement, puisqu'on a littéralement en fait tout ce noir qui commence à s'installer autour, qui était déjà autour de son visage quand on la voyait en gros plan. On est dans l'obscurité absolue et il n'y a que cette jeune femme en fait qui capte la lumière, cette toute petite lumière
qui brillent, ces toutes petites flamèches qu'on voit briller et qui luttent en fait contre l'obscurité et qui viennent se cristalliser en fait sur le visage de cette jeune femme. Le fait que Iris incarne l'espoir et presque j'ai envie de dire l'espoir pour toute l'humanité transparaît en fait dans cette mise en scène au sein d'une obscurité profonde, noire, totale, il y a en fait cette petite lumière qui est générée, encore une fois, symboliquement par le live stream, qui vient se refléter en fait sur le visage de cette jeune femme et qui nous donne le sentiment que c'est elle qui va incarner la lumière dans l'obscurité grâce à ce lien en fait qui les unit. C'est exactement... en fait, on vient de comprendre le fonctionnement du sacre. Encore une fois, avant même de savoir ce qu'est le sacre, on a la dimension sacrée, spirituelle, on a le lien avec le live stream, on a la lumière au milieu des ténèbres et le côté l'espoir et le côté salvateur pour l'humanité. En quelques images. Là, c'est le premier appel musical qu'on nous fait pour nous intégrer au récit. Ding, dong, ding. Ça ressemble presque à, vous savez, les sonneries avant d'aller à la récréation dans les animés japonais. On a cette espèce de petite phrase qui nous interpelle musicalement et qui va, capter notre esprit de la même manière qu'il a capté, en fait, l'attention d'Iris sur quelque chose qu'on ne connaît pas, évidemment. Mais là, on est en train de se dire, ok, ça commence. Et regardez bien la caméra. Alors évidemment qu'on peut aussi mettre en avant le fait qu'on a ces fleurs qui sont déjà extrêmement détonnantes dans cet environnement. Iris, elle est là à ce moment-là, elle a perdu son aspect un peu divin puisqu'elle a plus cette lumière magique. Mais elle reste quand même quand elle recouvre son humanité. Là, on n'a plus cette aura un peu féerique qui l'enrobe, mais on est de nouveau sur un personnage qui a l'air humain, mais qui dénote quand même dans l'environnement, puisqu'elle est extrêmement colorée. En plus, elle a un code couleur très chaud par rapport à nos perceptions occidentales de la couleur. Évidemment, on est sur du jaune, on est sur du rouge, on est sur du rose, on est sur quelque chose qui est extrêmement chaleureux, dans un environnement qui, lui, est grisâtre, maussade, très coloré. Et on a, effectivement, dans le petit panier, la présence de ces fleurs qui va nous sauter à la tronche, puisque le panier est quand même assez gros visuellement à l'écran, et qui amène, en fait, cette idée un peu organique, ce tout petit point de nature qui, encore une fois... On a l'image de la fleur qui pousse au milieu des décombres, quelque chose qui reflète la vie, qui reflète l'espoir, qui va persister, qui est littéralement accroché en fait au personnage d'Iris, qui fait presque partie du personnage dans son ensemble et qui va lui donner du coup toute sa dimension de connexion avec la planète, la nature, les énergies vitales et encore une fois une forme d'espoir qui persiste au milieu de toute cette grisaille et de toute cette noirceur. Et là, on va vraiment se pencher sur la caméra, en fait. On est littéralement, visuellement, en train de perdre Iris. C'est-à-dire que quand elle marche, la caméra la suit, elle nous emmène avec elle, et à un moment donné, Iris s'arrête, la caméra s'éloigne. Il y a plein de gens, de véhicules, tout ça qui du coup sont presque violents visuellement pour nous parce qu'on était bien avec cette jeune femme dans cette douceur, dans cette beauté, dans cette tranquillité. Et là, tout à coup, on est projeté de manière très violente en fait dans un environnement qui est urbain, machiniste, déshumanisé, et on est littéralement en train de continuer en fait notre voyage en laissant Iris derrière nous. Et qu'est-ce qu'on va voir dans l'écran ? Ah, j'ai fait pause, pardon, j'ai pas fait pause au bon moment. Loveless. Ce qui littéralement en anglais veut dire sans amour. Et on ne voit même plus Iris. Pour moi, là, cette intro est en train de nous donner quasiment un aperçu de la blessure d'amour, en fait, de la
perte de ce personnage avec qui on va terminer sans qui du coup, pardon, on va terminer l'aventure, et à quel point on va se trouver abandonné par tout cet amour qu'on a reçu et tout cet amour qu'on a donné à ce personnage qui est déjà marquant, qui est déjà exceptionnel pour le joueur. C'est rigolo, j'avais jamais remarqué que la camionnette qu'on voit passer, c'est la camionnette que Tifa va réutiliser pendant la course-poursuite avec la moto. J'ai pas la ref par contre du Goblin's Bar. Je suis sûre que ça doit vouloir dire quelque chose. Je suis sûre que la date aussi doit vouloir dire quelque chose. Je me demande si je l'ai pas déjà su d'ailleurs. Il y a peut-être des easter eggs à débunker dans cette vidéo. J'avoue que j'ai pas fait mes devoirs pour aller chercher, savoir si ça veut dire quelque chose ou pas. Mais si vous avez les refs, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et là voilà, on dézoome et on commence en fait à être emmené dans cet environnement. On est en train de nous installer en fait la scène dans laquelle va se passer, va se jouer l'aventure en fait dans laquelle on va s'installer. On a la même lumière que celle qu'on a eue tout à l'heure, les petits flashs, les petites étincelles. Donc on se dit, tiens, cette lumière-là, bon, elle revient. Sauf que là, c'est un jet qui nous est jeté à la gueule. C'est beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus fort, ça a l'air beaucoup plus violent. Et surtout, ça apparaît d'emblée en parallèle de cette image, en fait, où on a ces espèces de rouages qui font penser à des machines. Et là, tout de suite, on comprend que cette énergie, elle est dévoyée, en fait, par tout le consortium urbain qui est en train de se dérouler, en fait, sous nos yeux. Et évidemment qu'on dézoome, parce que là, en fait, on était sur un personnage, et maintenant, on va nous présenter, en fait, encore une fois, le décor dans lequel va se passer le début de notre aventure, et pas n'importe quel décor, puisque dans sa conception même, il va également nous raconter des trucs. Le pic musical, le relent épique de la musique comme ça qui va commencer à monter. Ça y est, les gars, on commence. Bonjour, bienvenue dans Final Fantasy VII. On est toujours, pour l'instant, dans la partie où on a brisé le 4e mur. Le fait qu'il y ait ce titre qui s'installe, ce titre, il nous parle encore une fois à nous en tant que joueurs. On n'est pas encore spectateurs de ce qui va se passer. C'est ce qui va arriver à partir de maintenant. Alors là, on nous laisse quand même le temps de voir précisément ce décor. Et ce décor, il raconte énormément de choses. La conception même visuellement de Midgar est extrêmement symbolique et extrêmement parlante. On voit très bien les réacteurs ici, alors sauf celui qui est plus en état de marche, mais qui crachent en fait cette fumée et qui font très clairement penser à des cheminées en fait de centrales nucléaires. Je veux dire, moi qui ai vécu pendant des années à côté d'une centrale nucléaire, je peux vous le dire, ça ressemble vraiment à ça. En tout cas, on a ce sentiment de grosse consommation d'énergie, on a ce sentiment de quelque chose qui est très 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 industrialisé. On a cette ville qui est découpée de manière extrêmement géométrique. On est sur quelque chose de très rationnel, de très calculé, et tout converge puisqu'on est sur un cercle. En fait, le cercle, à la base, c'est un peu le sentiment d'égalité. Mais le cercle, il a un centre. Et ce centre-là, il est extrêmement impressionnant puisque c'est de là que vient la lumière. En fait, la lumière, elle vient des réacteurs qui partent vers ce centre. Et au milieu, on est toujours un petit peu comme ça dans l'obscurité. La puissance symbolique de cette ville, elle est là et elle est là. D'ailleurs, on voit les rayons qui partent du bâtiment Shinra et c'est elle qui décide, c'est elle qui pompe l'énergie et c'est elle qui la redonne comme elle veut, quand elle veut en fait à cette ville qui est plongée dans l'obscurité, la noirceur et la grisaille juste en bas. Évidemment, il y a un côté extrêmement imposant du bâtiment qui symbolise la puissance de la Shinra, sa mainmise en fait sur ce microcosme que va être la ville de Midgar. Et on a aussi ce côté qui s'élève. Et moi, c'est une conception, en fait, la conception de Midgar, elle me fait bien évidemment beaucoup penser, comme à certains qui auront lu cette œuvre, à la conception en fait visuelle de la ville de Zalem.
dans le manga Gun, qui a un rapport à peu près similaire en fait à ce que la Shinra peut avoir par rapport au taudis en fait qui se trouve en bas. C'est exactement le même fonctionnement, mais c'est pas du tout configuré de la même manière. Quand vous observez en fait la configuration visuelle de la ville de Zalem, on a quelque chose d'extrêmement large qui est suspendu dans les airs et qui va se rétrécir pour aller vers le bas, qui va de nouveau s'étendre en dessous. Et il n'y a aucun lien, finalement, à part les câbles d'alimentation. Mais cette flèche comme ça qui est dessinée un petit peu, on va dire, par la ville de Zalem, on a en fait quelque chose qui est flottant et qui part du haut. Ce visuel qui donne l'impression que Zalem ne fait pas partie de ce monde. Elle est quasiment divine. Et elle est complètement déracinée de ce qui se passe en dessous. Il y a les câbles, effectivement, qui sont très fins comme ça et qui donnent l'impression qu'en fait, cette grosse machine pompe littéralement ce qu'il y a en dessous. Et ça fait vraiment un lien avec les réacteurs qu'on va voir autour de Midgar. Les réacteurs en fait qui pompent toute l'énergie et qui vont revenir en fait vers le centre, mais on n'a pas du tout la même configuration puisque cette Zalem là, encore une fois, elle a l'air divine, elle a l'air déracinée et ça c'est un visuel, gardez-le en tête parce qu'on va le ressortir pour une autre séquence qui va arriver beaucoup plus tard dans le jeu. Midgar, elle est pas fondée de la même manière. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce côté divin. On a quelque chose d'extrêmement humain, qui est complètement connecté à cette ville de Midgar, qui part de la ville de Midgar et qui tend à s'élever. On n'a pas affaire à des dieux qui rejettent des choses sur les êtres humains, mais à des humains qui essayent de s'élever au rang de Dieu. Et pour ce faire, ils vont s'appuyer en fait sur tout... sur toutes les ressources humaines et énergétiques qui l'entourent. On a vraiment cette sensation d'esclavagisme en fait qui est déjà vraiment intégrée au visuel de la ville de Zalem. On a très bien compris qu'on n'est pas dans un environnement bienveillant et que eux, ça va pas être des gentils. Et mesdames et messieurs, nous allons bientôt du coup refermer le 4e mur. De cette manière-là. On nous montre furtivement l'image d'un train et on a le son. On est en train d'entrer dans l'action. On n'est plus seulement en train d'observer ce qui se passe, on était dans quelque chose qui avait un rythme un peu lent, un peu posé, avec une caméra qui va lentement, etc. Là, ça y est, on a changé de rythme, le train il arrive, il fonce à toute allure et on a ce deuxième appel. Le premier, je vous avais dit, c'est quand on se fait un petit peu siffler par la musique et que on attire notre attention ainsi que l'attention d'Aerys sur le décor et le récit qui va commencer. Et là, en fait, on va rentrer dans l'action. On a ce premier petit warning en fait qui nous inclut dedans. Et la caméra qui suit. La caméra, ça y est, elle a fini de dézoomer, elle a fini de nous présenter les choses. On part avec elle et on va littéralement plonger au cœur de cette action. Et du coup, avec ces interludes, en fait, cette alternance de zoom de caméra qui nous emmène vers l'avant et d'avoir cette image et le bruit de ce train qui avance, en fait, sans le savoir, on est dans ce train. Littéralement. C'est-à-dire que la caméra nous donne le même sentiment que si on était à l'intérieur de ce train. Et dans ce train, il y a quoi ? Eh bien, il y a le héros qui va nous accompagner, qui va être notre principal avatar pendant toute cette aventure. Et c'est déjà en train de se mettre en place. On a cette transition qui va du coup faire la jonction entre l'exposition qu'on nous a présentée jusqu'à maintenant et l'entrée en matière en fait dans l'action en tant que joueur, puisqu'on n'est pas dans un film, on est dans un jeu vidéo. Et là, ce petit détail, mais qui nous a complètement bluffé à l'époque, le fait que la cinématique et la phase de gameplay vont être amenées avec une transition totale. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de temps de chargement, il n'y a pas de changement de caméra. Non,
tout se fait de manière totalement fluide et on est complètement passé de l'exposition à l'action sans même s'en rendre compte et crac, on va commencer le jeu. Et ce train, à l'inverse d'un personnage comme Aerys, encore une fois, qui était amené par une musique qui était douce, où on était voilà, dans quelque chose de beau, de chaleureux, de plein d'espoir, là on est sur cette machine qui part à une vitesse que rien ne semble arrêter. On va incarner du coup les membres d'Avalanche qui sont déter, qui eux sont en colère et qui sont partis pour casser des culs et faire péter des réacteurs. Et en 2 minutes, on a quasiment tous les grands enjeux qui nous sont racontés et toute la symbolique nous a amené d'une manière totalement naturelle à un univers qu'on ne connaissait pas, à quelque chose qui est déjà en train de nous parler, qui est déjà en train de nous happer et on est prêt à commencer l'aventure. Pour moi, c'est une introduction qui entre sans débat aucun dans le top 5 des introductions de Final Fantasy. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette analyse. Du coup, j'espère vous avoir convaincu, en tout cas, que l'introduction de Final Fantasy VII, tout comme l'intégralité de ce jeu, reste encore aujourd'hui une masterclass absolue. J'espère en tout cas que ça vous aura intéressé. Si j'ai raté des choses, des easter eggs, des manières aussi, par exemple, dans le langage musical, cinématographique, vidéoludique, que vous avez décelé et à côté desquels moi-même je serais passée, évidemment que surtout n'hésitez pas à venir les partager en commentaire, ça me fera énormément plaisir. Toujours, c'est toujours pareil, hein, ces vidéos, c'est pas du sens unique. C'est toujours le début, en tout cas je l'espère, d'un échange. Si ça vous a plu, comme format, n'hésitez pas à me le dire. Bon, je pense que je continuerai à le faire quand même, que ça vous plaise ou pas, parce que moi j'ai envie d'en parler, mais ça fait toujours plaisir de savoir que ça intéresse les gens. Je vous dis à très bientôt pour d'autres analyses de cinématiques grandioses de cette compilation grandiose qu'on aime tous, Final Fantasy VII. Ciao.